Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, gestion des fonds Covid-19 des membres du gouvernement et la Cour des comptes ont été confrontés hier à l'Assemblée nationale. Les Togolais peuvent désormais investir au Maroc. Une convention a été signée dans ce sens hier à Lomé. Ce samedi 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Retour sur les réalisations du Togo dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans cette édition. Les invités, d'abord professeur Koumé Allo Anaté, présidente de l'association humanitaire Cœur Solidaire, revient sur les actions entreprises pour lutter contre les violences à l'endroit des femmes. Ensuite, le représentant résident PAM, Programme alimentaire mondial au Togo, Aboubakar Kouacha, fait le bilan des cantines scolaires au Togo. Les autres rendez-vous en fin de journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition. Conseil des ministres tenu jeudi à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe. Entre autres sujets abordés, l'examen et l'adoption de la loi de finances exercice 2024. Pakoum Johnson revient sur les grandes lignes de ce conseil. Les échanges avec la presse ont permis aux deux ministres de répondre à certaines interrogations. Les actions dans les secteurs sociaux est une préoccupation majeure du gouvernement. Yawa Kugan, ministre porte-parole du gouvernement. La priorité du social est désormais indéniable dans l'action du gouvernement togolais. Pourquoi il en est ainsi? Parce que vous l'aurez remarqué, la solidarité est au cœur de la construction de notre société. Et les temps actuels nous ont montré une succession et un enchevêtrement de crises multiformes d'une complexité qu'on n'a jamais vue ou en tout cas qu'on aura rarement rencontrée dans l'histoire. Et dans cette situation, il faut faire en sorte que les années de dur labeur dont nous commençons à voir les fruits ne soient pas perdues. Vous l'avez entendu dans la présentation du compte-rendu du Conseil des ministres, la loi de finances pour l'exercice 2024 marque la multiplication par plus de 10 du budget de l'État depuis un certain nombre d'années. Ce sont des acquis de tous les Togolais qui doivent bénéficier à tous les Togolais. Nous devons faire en sorte que les risques de décrochage, de recul et de perte de nos acquis qui sont inhérents à la situation de crise que nous vivons ne puissent pas se réaliser. Donc, le social va rester au cœur des interventions de l'État. Nous allons faire d'ailleurs davantage parce que lorsque vous regardez la ventilation par secteur, vous verrez que l'année dernière, nous étions autour de 44%. La projection pour 2024 porte l'ensemble des financements consacrés aux secteurs sociaux à 48%. Parce que la priorité, c'est de mettre l'accent sur le social, sur la satisfaction des besoins et des attentes des populations et surtout sur le soutien aux couches les plus vulnérables de notre société parce que, souvenez-vous, le mot d'ordre, c'est de progresser ensemble en ne laissant personne de côté. Le ministre en charge de l'environnement, de son côté, a expliqué la nécessité pour le Togo de participer à la prochaine conférence internationale sur l'environnement COP28. Je rappelle que la première rencontre avait eu lieu à Rio de Janeiro, où tous les dirigeants du monde se sont rendus compte qu'il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de Rio de Janeiro qu'il a été décidé de l'organisation chaque année d'une rencontre de tous les décideurs du monde pour réfléchir sur les solutions à apporter à ce phénomène. Donc du coup, le Togo, qui est un pays qui tient beaucoup à l'environnement et surtout à la protection de l'environnement, se doit d'être à ces rencontres. Pour deux raisons. En matière d'environnement, d'abord, il faut chercher à avoir des options claires qui réduisent les pollutions, qui réduisent les changements climatiques, c'est-à-dire les causes,
et en même temps résoudre les conséquences de ces changements climatiques. Et c'est à l'occasion des rencontres pareilles que chaque État essaie d'apporter ses idées sur comment on peut se prendre pour trouver les solutions à tous ces problèmes que nous connaissons. Alors, est-ce que le Togo, oui ou non, doit être à ces rencontres? Oui, le Togo doit être à cette rencontre parce que tout simplement, il s'agit d'un phénomène qui n'épargne aucun État, comme nous venons de le dire. La rectification de la loi finance et l'alimentation en eau des populations ont été également abordées. Coopération bilatérale, le Togo et le Maroc veulent promouvoir leur partenariat. C'est l'objectif de la 2e édition d'Afrique Executive Meeting. Lors de cette réunion hier, les chambres du commerce des deux pays ont signé une convention. Hervé Segbono. La convention de Lomé facilite l'investissement et renforce la relation entre les opérateurs économiques du Togo et de Dakhla, une région sud marocaine pleine d'opportunités dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'entrepreneuriat, la technologie, l'agriculture et les énergies renouvelables. Yenja El Khatat, le président de la région de Dakhla. Notre région est une région avec un potentiel très important. D'abord, une position géographique extraordinaire, très importante. C'est la porte du Maroc vers l'Afrique subsaharienne et le potentiel est très important en matière de, surtout le secteur de la pêche, avec lequel déjà nous avons quelques opérateurs de la pêche qui achètent du poisson de la région de Dakhla. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Elle promet un lendemain meilleur pour les Togolais. Nathalie Bito, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Le Maroc a une longue expérience en matière d'entrepreneuriat. La Chambre de commerce du Togo vient de faire un inventaire sur toute l'étendue du territoire national de tout ce que nos jeunes talents essayent tout seuls dans leur coin de créer. Et nous disons que ces gens-là doivent être accompagnés et soutenus. Et la Chambre de commerce se dit, c'est son rôle, c'est son travail. Et là, nous avons effectivement besoin de l'expérience, de la connaissance de la Chambre de commerce de Dakhla dans ce sens. Désormais, tout acteur économique peut passer par la Chambre de commerce du Togo pour investir à Dakhla. Cap à l'Assemblée nationale, le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 exercice 2020 a fait objet d'un examen des membres du gouvernement et ceux de la Cour des comptes se sont donc retrouvés pour une confrontation sur les irrégularités relevées par la Cour des comptes dans ce rapport. Madame Balouki Legizim Essozimna, présidente de la mission d'information sur la gestion du fonds Covid-19. Depuis la sortie du rapport de la Cour des comptes, il y a eu beaucoup de rumeurs sur cet audit-là et l'Assemblée nationale, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, a voulu écouter le gouvernement sur son avis sur cet audit-là. L'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale qui a mis en place aussi une mission d'information qui, pour aller en profondeur et pour mieux expliquer certains aspects à la population. Donc, quand la mission a été mise en place, on a invité tout d'abord les membres du gouvernement pour poser des questions d'éclaircissement sur toutes les observations qui ont été faites dans ce rapport. Et à la suite de ça, nous nous sommes dit que ce serait pas bien qu'on n'écoute qu'une partie, donc le gouvernement. Et donc on a proposé écouter aussi les membres de la Cour des comptes qui ont fait cet audit-là. Après les avoir écoutés, les deux parties, on s'est rendu compte qu'il y a encore certaines zones d'ombre qui ne sont pas claires. Les réponses des uns et des autres ne concordent pas. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cet exercice de débat contradictoire où on a voulu mettre les deux parties ensemble pour les écouter. La mission continue. Un rapport final sera produit pour situer l'opinion sur cet audit. Samedi 29-25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Déjà en 1983, le Togo a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et après la conférence mondiale de Bédine sur les femmes en 1995, notre pays a entrepris des actions visant la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Retour sur les réalisations du Togo dans la lutte contre les violences faites aux femmes avec Clarisse Tombité.
Différents dispositifs sont mis en place sur le territoire national en faveur des femmes victimes de violences au sein du couple. Ceci en vue de favoriser une sortie de la situation de violence. Un numéro national d'écoute téléphonique, le 3919, Violence Femmes Info, est mis à la disposition des femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Le 3919 garantit une écoute anonyme et est gratuit depuis un poste fixe ou mobile. Des dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge sont aussi instaurés. Parmi ceux-ci figurent notamment un premier accueil et une écoute des femmes victimes de violences, suivi éventuellement d'une orientation vers d'autres structures et partenaires. Il vise à préparer ou éviter le départ du domicile des femmes victimes de violences et de leurs enfants et à prévenir les situations d'urgence. Ils peuvent également mettre à disposition des services pratiques, à savoir boîtes aux lettres, douches, laveries et bagageries et consultations de spécialistes. Nous retrouverons professeur Anaté Kouméalo dans la rubrique invité sur les violences faites aux femmes et ce que les victimes peuvent faire dans cette situation. Un prix spécial au chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, c'est une des actions jeudi en clôture des activités du réseau des médias pour la promotion de la santé et de l'environnement. Les journalistes de 30 pays d'Afrique et de Madagascar étaient à Lomé pour 3 jours sur la santé infantile. Alice Berthe Barandao. Les recommandations de l'atelier de Lomé vont à l'endroit des gouvernements d'associer les coordinations nationales du RIMAPSEN dans les plans d'action opérationnelle de lutte contre les affections infantiles, à l'endroit de l'UNICEF de faciliter la mise en œuvre des mécanismes de collaboration et d'action entre les bureaux de l'institution onusienne et les coordinations pays RIMAPSEN. Les travaux ont présenté 12 communications montrant les tableaux situationnels des taux de vaccination et de nutrition des enfants dans les pays. Les journalistes ont pu alors mesurer le travail qui les attend. Si un pays veut développer déjà, c'est les indicateurs qui interpellent. On a vu à travers les présentations que nos pays sont vraiment à la traîne. Et il est temps que nous, les hommes des médias, qu'on forme un bloc pour vraiment sensibiliser non seulement la communauté, mais aussi interpeller nos dirigeants. Nos dirigeants ont pris des engagements par rapport à l'objectif millénaire pour le développement. Et là, on voit que rares sont les pays qui vont être au rendez-vous. Et là, ça nous interpelle. Il y a des actions qu'on va mettre en œuvre. On va jouer notre rôle, mais également que les autorités puissent en tout cas jouer leur rôle en tout cas de garant pour la bonne santé de l'enfant. On a appris beaucoup de choses. Nous allons faire 2 choses. La première, c'est d'informer les populations sur justement les maladies évitables à travers la vaccination. La deuxième chose, c'est aussi mener des plaidoyers auprès des autorités pour que les engagements qu'elles avaient pris au niveau des institutions internationales qu'elles soient respectés. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général de la communication, Kossi Tinaka, en présence de la représentante résidente de Plan Togo, Awa Faliba. Les meilleurs journalistes et les pays les plus engagés dans les activités du réseau ont été primés. Le Togo gagne le premier prix pays. Un trophée a été décerné au président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, dans un tonnerre d'applaudissements. Quelle est la place de la nutrition dans la prise en charge médicale? C'est l'interrogation à laquelle a essayé de répondre le Congrès scientifique des spécialistes en hygiène alimentaire et management de la qualité du Togo, tenu jeudi à Lomé. Le constat est clair, il relève que la malbouffe, la sous-alimentation ou l'excès alimentaire occasionnent très souvent des maladies. Le représentant du directeur de l'école des assistants médicaux, Kodjo Kossi Serge, qui a ouvert les travaux, a attiré l'attention sur la nécessité de contrôler l'alimentation. Le lien entre l'alimentation et la santé, suspecté de longue date par nos aïeux, s'est confirmé au fil du temps. Et ce lien qui intervient aussi bien en amont, les aliments générant ou prévoyant la maladie, et en aval, contribuant au recouvrement de la santé, est indissociable de la mission première assignée à la médecine et de toutes les autres disciplines connexes. Hippocrate disait que ta nourriture soit ton premier médicament et ton médicament ta nourriture.
La recherche scientifique est appelée à s'intéresser aux préoccupations de la société, que ce soit les sciences fondamentales ou les sciences appliquées. Je me réjouis donc de l'organisation de ce congrès scientifique dont le thème est évocateur et vient à point nommé contribuer à répondre aux multiples défis de l'heure. De la santé à l'économie, la société Togocom, toujours au rendez-vous de la foire internationale de Lomé, elle est logée dans le pavillon Oti avec une multitude de produits pour le bonheur des clients. Reine Tchakbele, manager sponsoring et événementiel de Togocom. Tous les clients qui viennent à la foire trouveront tous les produits et services. Entre autres, la 4G, nous sommes venus aussi avec la fibre optique. Ceux qui veulent des installations, nous sommes en pleine promotion. Ils peuvent venir se faire installer des lignes. Nous venons aussi avec le Timoni comme service de paiement mobile. Nous avons aussi un espace aéré où les clients peuvent venir en famille, se divertir. Nous avons un studio photo TikTok là-bas. Ils peuvent prendre des photos, les partager sur leurs réseaux sociaux et autres. Togocom, sponsor fidèle des foires de Lomé, apporte des innovations pour cette année. Philippe Awizoba, manager vente indirecte et trade du groupe Togocom. Togocom est à vos côtés, en ligne avec notre valeur de la proximité. On est à cette foire pour accompagner nos populations, pour leur apporter des solutions de connectivité et d'utilisation du réseau Internet pour mieux faciliter leur vie. Rubrique invitée à présent, nous célébrons ce samedi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Radio Lomé reçoit la présidente de l'association humanitaire Cœur Solidaire. Députée à l'Assemblée nationale, Madame le professeur Koumeyalo Anaté répond au micro de Théophile Dandako. L'entretien porte sur les violences faites aux femmes et ce que doivent faire les victimes. Honorable professeur Koumeyalo Anaté, bonjour. Oui, bonjour. Quels sont les différents types de violences faites aux femmes? Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et à cette occasion d'ailleurs, les Nations Unies ont institué 16 jours d'activisme. Donc ça commence aujourd'hui, donc le 25 novembre, et ça prend fin le 10 décembre. Et nous savons que le 10 décembre marque la journée des droits humains. Donc vraiment pour montrer l'importance de ce combat contre ces fléaux qui minent la vie des femmes, la vie de nos filles et même la vie des hommes. Donc c'est des violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont multiples, surtout à l'égard des femmes. On peut citer les violences physiques, surtout dans les milieux familiaux, il y a les violences physiques sur les personnes, mais on a également les violences d'ordre sexuel, les viols, etc. Et on a encore des violences de type économique, ou les violences de type social. Vous avez des pratiques sociales qui sont contre les droits humains, les droits de la femme, les mutilations sexuelles par exemple, etc. Les violences peuvent prendre une forme vraiment très variée. Violence psychologique, je pense que j'en ai parlé, et elle est très pernicieuse parce que ça ne se voit pas. Alors madame, quelles sont les actions de votre association Cœur Solidaire pour lutter contre ces violences faites aux femmes? Les actions de mon association sont également multiples parce que le problème est tellement complexe qu'il faut conjuguer plusieurs actions pour arriver, on ne va pas dire à l'éradication, mais au moins à la réduction progressive de ces fléaux. Donc Cœur Solidaire s'est engagé résolument avec d'ailleurs d'autres associations parce que ce n'est pas un combat qu'on mène seul. Nous sommes dans un réseau d'associations qui s'est constitué dans un forum, le forum des femmes pour la femme et l'enfant, et en partenariat également avec d'autres organisations de la société civile. Nous menons plusieurs actions de front. D'abord, les actions de sensibilisation, parce que tout commence par la sensibilisation et l'éducation pour amener les citoyens à changer de mentalité et à changer de comportement. Les mentalités, pourquoi? Parce qu'il y a une perception de la femme ou de l'enfant qui malheureusement parfois justifie ces comportements-là. Pour certains hommes, la femme c'est un objet, on peut se servir comme on veut, quand on veut,
et on ne respecte pas les droits humains, les droits de la femme comme les droits de l'enfant, qui a les mêmes droits que l'homme, etc. Donc il faut changer les mentalités. Il faut aussi progressivement amener les gens à prendre conscience de certaines pratiques socioculturelles qui sont néfastes, qui sont des violences sur la femme, pour que les gens aussi puissent changer. Donc au-delà de l'éducation, de la sensibilisation, nous menons également des actions de formation. Et les actions de formation des leaders communautaires, des femmes elles-mêmes, pour qu'elles connaissent leurs droits. Parce que quand vous ne connaissez pas vos droits, il est difficile de savoir à quoi vous avez droit justement et pouvoir réclamer ou faire valoir cela. Donc, nous travaillons avec les autres structures sur la vulgarisation des textes de loi qui protègent la femme et l'enfant, pour que les potentielles victimes, entre guillemets, donc, connaissent leurs droits. Nous sommes également dans les actions de plaidoyer. Nous avons, pour que le cadre légal et juridique continue à être amélioré, à être renforcé pour combattre sérieusement ce fléau et que la mise en œuvre des textes puisse se faire. Donc voilà quelques grandes actions. Donc le plaidoyer, les sensibilisations, la communication, l'éducation, la formation. Mais également, nous servons de relais. L'association Cœur Solidaire n'a pas de centre d'écoute pour les victimes ou les survivantes, mais nous servons de relais pour que lorsque les survivantes nous approchent, nous puissions les orienter vers les structures étatiques ou les structures des organisations de la société civile qui ont des centres d'écoute, qui peuvent les écouter, les accompagner dans la démarche nécessaire pour la prise en charge. Alors, madame, vous avez parlé de survivantes. Est-ce qu'on peut mieux comprendre? Oui, on parlait avant de victimes, les victimes de violences basées sur le genre. C'est ça également que nous appelons aujourd'hui les survivantes. Donc, celles qui ont subi cela, mais parce que ça peut déboucher sur des morts. Il y a beaucoup de victimes qui succombent à ces violences. Donc, celles qui ne succombent pas, mais qui sont quand même traumatisées et détruites, ont besoin d'une prise en charge psychologique, médicale, juridique. Et donc, c'est tout un accompagnement qui est mis en place avec des spécialistes pour pouvoir gérer ces situations-là. Les femmes déjà victimes, que doivent-elles faire? D'ailleurs, la première chose lorsque vous subissez ces violences, c'est de les dénoncer. Donc, nous encourageons vivement les victimes ou les survivantes à parler, à briser le silence. Tout commence par là. Il faut briser le silence et demander de l'aide. Okay. La première chose, si on peut rapidement, c'est de saisir la police, un commissariat, aller dans un commissariat ou appeler le 117, demander de l'aide. Nous avons également des numéros verts pour les centres d'écoute. Appelez le 82-84 ou bien le 10-11. C'est des numéros verts. Cherchez de l'aide. Et ces centres d'écoute, il y a du personnel formé et ils ont les moyens d'accompagner la victime, de lui expliquer la démarche juridique, par exemple, à faire, mais surtout aussi de l'aider à se reconstruire psychologiquement. Parce que c'est des drames qui détruisent des vies. Et donc voilà, la première chose, c'est demander de l'aide, briser le silence, appeler ces numéros pour les centres d'écoute 82-84 ou le 10-11. Madame, merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Justement, les médias, nous comptons sur vous pour servir de relais, pour que la population prenne conscience que l'homme et la femme doivent être mis à la même place, parce qu'il y va du bien-être, de l'épanouissement de nos familles, de nos personnes, mais également il y va du développement durable de nos pays, que chacun puisse être respecté dans ses droits afin qu'il puisse occuper pleinement toute sa place. Merci beaucoup. Manger à sa faim est également un droit. Le Togo est le premier pays au monde à expérimenter la cantine scolaire depuis 1963 grâce au soutien du PAM, Programme alimentaire mondial. Cet organisme onusien a fêté mercredi dernier ses 60 ans. En deuxième invité, Aboubakar Kouacha, représentant résident et directeur pays du bureau PAM au Togo, fait le bilan des cantines scolaires au Togo. Il est avec Florent Abi.
Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Le programme alimentaire mondial fête ses 60 ans d'activité au Togo. Quel bilan faites-vous et les grandes réalisations que vous avez eu à faire au Togo? Depuis le premier programme d'alimentation scolaire du PAM qui a eu lieu au Togo en 1963, le PAM Togo a poursuivi ses appuis alimentaires scolaires qui a été repris dans les années en 2000 ici au Togo. Et dans ce sens, un appui a été apporté pour la mise en place du cadre stratégique et la mise en œuvre de plusieurs politiques nationales sur ce sujet. Et on peut citer entre autres l'actualisation de la politique d'alimentation scolaire, un programme pour sa mise en œuvre, les outils d'implémentation qui ont été également élaborés. Et en 2021-2022, le PAM a appuyé également la mise en place des jardins scolaires dans 50 écoles comme une phase d'essai. Et cela a été mis dans toutes les régions du pays. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le PAM a mis en œuvre un projet pilote d'alimentation scolaire basé sur la production locale, qu'on appelle communément le Homegrown School Feeding. Et cela a été fait dans 50 écoles primaires publiques dans les régions des Savanes et de la Kara. Dans ces écoles, le PAM a fourni à environ 15 260 élèves des repas chauds, et le PAM a mis également en place des jardins potagers scolaires, des unités d'élevage de volailles, des moulins à grains pour la transformation des céréales, mais aussi des moulins à condiments. Le PAM a également, dans ces mêmes 50 écoles, appuyé des coopératives de petits producteurs afin qu'ils puissent produire suffisamment de vivres et le mettre à la disposition de ces écoles pilotes. Le PAM a également renforcé les capacités des parties prenantes en matière d'hygiène alimentaire et nutritionnelle. Et également l'appui aux coopératives des femmes pour la transformation des produits alimentaires pour les écoles. Donc ce sont beaucoup d'activités qui ont été menées sous cette phase pilote. Le PAM a également appuyé un voyage d'échange entre le Togo et le Brésil à travers le centre d'excellence du PAM contre la faim, afin de partager des expériences des deux pays, le Brésil et le Togo. Également, quand on regarde la situation au nord, notre réponse aux différentes crises qui ont vraiment émaillé dans les années passées, notamment il y a eu d'abord la crise des inondations. Depuis 2005-2008, le Togo est confronté à ces problèmes des phénomènes naturels. Le PAM a apporté une assistance alimentaire en 2008 aux personnes qui ont été déplacées à cause des inondations. Également, quand il y a eu l'avènement de Covid en 2020, le PAM a également appuyé en tout cas sur un plan nutritionnel avec des vivres et du cash qui ont été distribués à des personnes qui ont été affectées par cette crise. Et maintenant, avec la crise de débordement du Sahel, le PAM a également apporté une assistance importante à ces personnes qui sont des réfugiés, donc les personnes venant de Burkina Faso, des personnes déplacées internes qui ont quitté la frontière pour se sécuriser un peu à l'intérieur du pays. Donc on peut citer autant d'activités avec l'assistance que le PAM a fournie, et on peut dire qu'entre 2020 à 2023, le PAM a assisté à environ 600 000 personnes sur le territoire du Togo, et avec environ 3000 tonnes de vivres qui ont été distribuées, avec aussi un peu plus de 1 milliard de francs CFA distribués en cash à ses bénéficiaires. Le PAM apporte aussi un appui institutionnel, technique et financier aux structures gouvernementales qui contribuent à la mise en place des cadres de programmation, des cadres de coordination, d'action et de mise en œuvre des programmes de développement socio-économique en soutien au système alimentaire, y compris le système agroalimentaire. Depuis 2008, le PAM entreprend également des opérations d'acheminement de vivres.
à partir du port de Lomé vers les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali, principalement, mais sinon ça va au-delà de ces pays-là également, dans le cadre des appuis alimentaires aux populations dans le besoin dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, de 2021 à 2023, le PAM Togo a acheminé plus de 220 000 tonnes de produits alimentaires variés. Et le PAM a également assuré le transport des produits non alimentaires en appui aux différents programmes du gouvernement et autres partenaires. Depuis l'avènement de crise de la COVID-19, nous apportons également un soutien logistique à différents départements ministériels pour le transport de matériel, équipements et divers vaccins. À titre d'exemple, le PAM a transporté plus de 3 millions de doses de vaccins confondues en 2023. L'appui également que le PAM apporte à d'autres institutions telles que l'ANSAT, l'ANPC en équipement pour l'amélioration des conditions de stockage des vivres et des non-vivres et le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure gestion des stocks. Le PAM appuie également la création de l'Agence de transformation agricole, ATA, et aussi soutenu cette organisation administrativement et logistiquement pour sa mise en route. Le PAM apporte également l'appui logistique aux différents acteurs de développement, notamment les agences des Nations Unies, les autres acteurs pour le stockage des différents produits non alimentaires destinés à l'assistance aux personnes vulnérables. Voilà autant d'assistance, de réalisation que le PAM a pu apporter au Togo depuis 1963. Dans votre bilan, vous avez parlé en même temps de vos réussites. Maintenant, quels sont vos défis? Les défis, ils sont nombreux. Je vais commencer d'abord par la mobilisation des ressources pour les opérations, que ce soit les ressources financières, les ressources logistiques ou techniques. C'est vraiment un grand défi, notamment la nature du programme que nous menons ici au Togo. Deuxièmement, l'autre défi, c'est la synergie d'action avec d'autres acteurs du développement. Donc là, il est important d'avoir cette synergie pour un meilleur impact. Il y a également le renforcement de la participation des communautés au projet d'alimentation scolaire, parce que pour une pérennisation, il faut forcément que les communautés participent activement afin de pérenniser les acquis. Quatrièmement, il y a également le convoiement des vivres dans le contexte d'insécurité lié à la crise, notamment que nous travaillons dans les endroits où la situation sécuritaire n'est pas le meilleur. Voilà quelques défis de nos opérations. Monsieur le directeur, quelles sont vos perspectives d'avenir? Nos perspectives d'avenir, il y a plusieurs points. Premièrement, c'est l'extension du programme d'alimentation scolaire intégré dans l'ensemble des régions. Comme j'ai dit au début, nous sommes dans 2 régions, les 2 régions du Nord. Nous voulons l'étendre sur l'ensemble du territoire, donc dans les 5 régions du pays. Nous voulons également poursuivre l'appui au gouvernement pour les préparations et réponses aux crises. Et ça, c'est vraiment important. Le gouvernement doit être capable, en mesure de faire face à ces crises et apporter aussi l'assistance adéquate aux personnes qui sont affectées. Il y a également la mise en place des projets d'appui pour le renforcement de la résilience des communautés à travers des réalisations d'actifs productifs, à travers l'approche communautaire telle que l'aménagement des retenues d'eau pour l'exploitation agricole, les pistes rurales pour désengorger les zones de production et les lier au marché, la plantation d'arbres et autres projets qui sont en prévision. L'autre dans le perspective que nous avons, c'est la poursuite des appuis pour l'augmentation des capacités de stockage des denrées alimentaires des structures nationales. Voilà ça ce sont des perspectives que nous avons pour nos opérations. Monsieur le directeur, votre mot de fin? Merci à votre radio, parce que grâce à vous, nous arrivons à partager nos réflexions avec la population. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la feuille de route 2025. Et nous comptons apporter une assistance dans le concert des Nations Unies en travaillant avec les autres sœurs
du système des Nations Unies, les agences, dans le cadre de notre coopération, le cadre de coopération des Nations Unies au Togo 2023-2026. Monsieur le directeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous vous disons également merci, Florent Abi, et à l'invité Aboubakar Koïcha, représentant résident du PAM au Togo. Écho du palais, le sieur Kamlan, un employé de la poste togolaise, est jugé pour détournement de deniers publics. La suite des faits avec Hélène Assabi. L'affaire de détournement des deniers publics a opposé le ministère public au sieur Kamlan. En effet, il ressort des faits que ce dernier, receveur au bureau de la Société des Postes du Togo de Vaughan, avait au cours de l'année 2009 détourné un montant total de 14 357 967 francs CFA appartenant à la société. Après avoir dépensé cet argent au Bénin, l'accusé est revenu au Togo pour s'installer à Sokodé en décembre 2011 jusqu'à son interpellation en 2014. Lors des débats contradictoires, le conseil de l'accusé, maître Anani Gilles Kokou, a relevé une exception selon laquelle l'action publique dans cette affaire est prescrite dans la mesure où le délai de 10 ans prévu par le législateur pour juger un accusé est dépassé. Cette exception a été prise en compte par la Cour qui, après délibération, a prononcé une mise en liberté du sieur Kamlan sur le fondement de la prescription de l'action publique. À samedi prochain. Sport sans barrière, c'est le nom d'une activité organisée ce samedi à Kégué, à Lomé. Cette première édition est l'initiative de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF. La manifestation a reçu la collaboration du ministère des Sports et des Loisirs et du ministère en charge de l'action sociale. Hervé Segbonou. Les deux ministres entourés des personnes handicapées, amputées, visuelles, sourdes ou malentendants et de petite taille ont ensemble passé quelques minutes d'échauffement. Après, chaque catégorie est partie jouer. Lydie Bessi-Kaman, ministre en charge des sports, salue l'engagement de toutes les personnes handicapées. Nous sommes égaux et chacun de nous a sa place dans la cité. Le chef de l'État nous l'a si bien dit et ma chère collègue vient de rappeler ce message fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut qu'aucun Togolais ne soit laissé de côté. Je voudrais particulièrement saluer votre engagement, saluer la mobilisation qui est faite en ce jour et saluer surtout l'émulation dont vous faites montre, vous, les personnes handicapées. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, prévue le 3 décembre prochain. Il coïncide avec la Journée nationale des sports, observée chaque dernier samedi du mois. Cette 15e édition inclut les personnes handicapées, une fierté pour Akaku Numado Azako, président du conseil d'administration de FETAF. Nous invitons les autorités à sensibiliser, à mobiliser les personnes handicapées qui se trouvent dans les communes pour qu'elles participent effectivement à ces activités sportives-là dans leur localité de résidence. Et cela crée l'harmonie et ces personnes trouvent qu'on les valorise et à partir de ça, elles peuvent valablement participer à la vie de la commune. J'exhorte aussi les personnes handicapées à ne pas attendre forcément qu'on les invite, qu'elles se déplacent aussi. Revue de presse, les parutions de la semaine se sont appesanties sur la participation du chef de l'État au sommet G20 Compact with Africa à Berlin en Allemagne. Que relève-t-elle dans leur colonne? Léontine Togima. Sommet G20 Compact with Africa à Berlin en Allemagne, une occasion de plus pour le numéro 1 togolais de mettre en avant son pays en présentant les réformes économiques entreprises, lesquelles permettent au pays de se positionner comme terre d'accueil des opportunités d'affaires. C'est le constat du libéral de la participation du chef de l'État à cette rencontre des chefs d'État africains, des investisseurs allemands et des représentants des grandes institutions financières. Fornia Singbe n'a pas seulement pris part aux travaux, il est allé au-delà des attentes, renchérit Gazelle Info. L'hebdomadaire dévoile la rencontre tête-à-tête entre le chef de l'État togolais et le chancelier de la République fédérale d'Allemagne.
Le grand quotidien national confirme. Faure Gnassingbé et Olaf Scholz ont évoqué le partenariat existant entre leurs pays depuis des décennies. Gazelle Info revient. Elle va plus loin en dévoilant les propos du président de la République dans ses colonnes. Je cite, « J'ai échangé avec Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. En marge du sommet, nous nous sommes entretenus sur la coopération bilatérale dynamique ainsi que sur la question de la sécurité dans la sous-région et dans le Sahel à laquelle le Togo reste attaché. Je me réjouis de la richesse de nos discussions et de l'engagement du chancelier fédéral à accompagner le Togo dans sa vision de progrès et de modernisation. » Fin de citation. À Togo Réveil d'ajouter que le chancelier allemand soutient la politique de paix et de développement durable du président togolais. L'accueil du chef de l'État sur le sol allemand était chaleureux, rapporte le médium qui titre Faure Gnassingbé, une fierté pour la diaspora togolaise grâce à son leadership national et international. Économie encore, Léontine, opérateurs économiques et investisseurs ont rendez-vous en ce moment même au Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CETEF, pour la grande campagne commerciale. Elle est officiellement ouverte, la 18e foire internationale de Lomé, annonce Togo Presse. Et c'est parti pour 12 jours d'intenses activités commerciales sur le site, précise le Libéral. Le journal relève également que la direction du CETEF a pris des dispositions pratiques pour satisfaire les besoins aussi bien des visiteurs que des opérateurs économiques désireux de promouvoir leurs affaires sur le site du CETEF. Et ils sont 1000 exposants attendus à ce rendez-vous commercial, mentionne le Mania Libéré. Le Libéral note une innovation, la réduction de la durée de l'événement. De 18 jours dans le passé, cette édition se tient sur 12 jours. L'apparition explique qu'à travers cette décision, la direction du CETEF entend s'aligner sur les standards internationaux et reconnecter plus intensivement la foire internationale de Lomé au reste du monde. Le quotidien national tient à rappeler que c'est la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbe, qui a lancé les activités de cette fête commerciale. Parlant de fêtes, celles de fin d'année sont à nos portes. Les décorations et ambiances sont annonciatrices. Cependant, le gouvernement reste formel sur l'interdiction des pétards. Mais la lanterne trouve tardive la sortie du ministre de la Sécurité sur cette interdiction. Trop tard, mon colonel, les marchés sont déjà pourris, s'exclame la parution. Tout compte fait, poursuit la lanterne. Les contrevenants encourent des sanctions sévères et les forces de sécurité seront mobilisées pour faire respecter cette mesure et assurer la sécurité des citoyens, martèle le ministre Calixte Madjoulouba dans les colonnes du journal. Léontine, on va finir sur cette information. Rare naissance d'éléphants jumeaux au Kenya. Une éléphante a donné naissance à des jumelles. Les deux éléphantos sont nés dans la réserve nationale de Samburu d'une femelle baptisée Alto. Les cas de gémellite ne représentent qu'environ 1% des naissances chez les éléphants, mais la réserve de Samburu a vu naître deux autres éléphantos jumeaux, un mâle et une femelle début 2022. Les éléphants ont la plus longue durée de gestation de tous les mammifères, portant leurs petits durant près de 22 mois, 2 ans pratiquement, et donnant naissance environ tous les 4 ans. L'Union internationale pour la conservation de la nature a averti en 2021 que le braconnage et la destruction de l'habitat, en particulier en raison de la conservation des terres pour l'agriculture, avait un effet dévastateur sur le nombre d'éléphants à travers l'Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Gestion des fonds Covid-19. Les membres du gouvernement et de la Cour des comptes ont été confrontés hier à l'Assemblée nationale.
Les Togolais peuvent désormais investir au Maroc. Une convention a été signée en ce sens hier à Lomé. Ce samedi 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Vous avez suivi les réalisations du Togo dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le journal Les Invités, on en a eu deux. D'abord, professeur Koumeyalo Anaté, présidente de l'association humanitaire Cœur Solidaire, sur les actions entreprises pour lutter contre les violences à l'endroit des femmes. Et ensuite, Aboubakar Koïcha, qui a fait le bilan des cantines scolaires au Togo. Il est le représentant résident du Programme alimentaire mondial au Togo.